à tous. Si vous pouvez prendre vos sièges et bienvenue à ceux en ligne. Je veux juste faire un petit rappel. Les micros dans la salle ne bougent pas. Alors, quand on va faire des questions et des réponses pour aujourd'hui, s'il vous plaît, descendez dans le micro si vous êtes capable et aussi assurez de vous apporter votre masque pendant que vous êtes dans la salle. On va juste laisser nos présentateurs laisser leur masque sans masque. Alors, maintenant, cette table ronde regroupe des leaders de partenariat pour abordera la question du partenariat entre les usagers, les proches et les acteurs en santé et en services sociaux comme un levier de transformation majeure pour le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. On a le privilège d'avoir avec nous qui va faire l'animation France Leverdière. Et France, merci beaucoup. Je vous passe le micro. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. C'est un privilège et je tiens à vous saluer chacun et chacune individuellement, personnellement et virtuellement aussi pour les gens qui nous accompagnent en ligne. De célébrer après ces 3 années-là où vous avez tenu le phare, où vous n'avez jamais abandonné, où vous avez cru au partenariat, vous en avez fait une valeur ajoutée et où les usagers et les proches partenaires, comme Audrey le disait si bien, ont toujours été au rendez-vous. Alors, je tiens à vous remercier chaleureusement. Et là, j'ai profité du fait que j'étais animatrice pour pouvoir vous dire tous ces mots de remerciement-là. Mais maintenant, il va falloir que je me mette à la tâche parce que comme je suis la première, les gens vont voir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, je vais poursuivre avec le plaisir d'animer cette première table ronde-là de la journée. Cette première table ronde-là est très importante aussi. Toutes les autres sont importantes, mais je trouve qu'elle met particulièrement bien la table, pour reprendre le même mot, parce qu'elle vient nous questionner sur en quoi le partenariat est un réel levier de transformation au sein de notre réseau. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des leaders en partenariat pour nous accompagner. Et je dois vous avouer que j'ai le plaisir aussi aujourd'hui de voir les gens en vrai de vrai pour la première fois, alors que je travaille depuis des mois avec eux, sauf Jean-François, qui est un tout nouvel ami, ou presque. Alors, d'emblée, je vous les présente. Alors, je vous présente Madame Michèle Archambault, qui est au centre. Michèle, c'est une superbe collègue, une passionnée, une engagée. Michèle pilote l'ensemble, oui, tous les travaux qui sont en lien avec l'approche aidance au ministère, au sein de la Direction générale des aînés et des proches aidants. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le dossier de l'approche aidance, qui participent, et des patients partenaires, des proches aidants, qui sont très intéressés par ce sujet. Alors, oui, je vois des mains. Alors, je suis très heureuse qu'elle soit avec nous. Elle a été aux premières loges pour l'adoption de la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, aux premières loges pour la politique nationale et également pour le super plan d'action gouvernemental qui a suivi. Michèle aussi a une formation en gestion et en développement des organisations qui vient aussi appuyer et aider à toute cette réflexion-là. Alors, merci beaucoup, Michèle, d'être avec nous. Je poursuis avec mon nouvel ami, avec M. Jean-François Fortin-Véraud. Je dis mon nouvel ami parce qu'on ne se connaissait pas, on n'avait pas échangé personnellement avant. Jean-François est président directeur général du CIUS de l'Est de l'île de Montréal depuis décembre 2021. Alors, c'est un gros mandat à prendre en situation de pandémie également. Alors, félicitations. Mais ça fait déjà plus de 20 ans. Mais ça n'en prend 35 pour prendre sa retraite, hein? Le gang, pour ceux qui le savent, c'est que moi, je suis maintenant à la retraite. Alors, c'est pour ça que je me permets de taquiner les autres. Alors, depuis plus de 20 ans, Jean-François œuvre au sein du réseau, ce qui lui a permis vraiment d'atteindre un niveau d'excellence, puis dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la transformation clinique, au niveau de la gestion des projets majeurs, la gestion des ressources humaines, ce qui est très important, et toute la gestion de la technologie, tout le domaine de la technologie de l'information également. Puis sa préoccupation première, vous vous en doutez, c'est vraiment l'intérêt supérieur des patients.
Alors, très, très contente de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup. Et Simon. Simon, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sans s'être vus. Quel bonheur, quel privilège. Un beau jeune engagé. Simon est usager partenaire et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé sur le territoire de Laval, dans sa région, dans un projet à aire ouverte au niveau de la santé mentale des jeunes. Alors, il est parti de ce projet-là. Il a gravité dans toutes les sphères du partenariat comme usager partenaire. Il a été partenaire au niveau du gros dossier de l'aide médicale à mourir. Et finalement, imaginez-vous donc, nous l'avons engagé au ministère. Alors... Il est apprécié de tous. Comme vous savez, il a vécu le partenariat au sein de plusieurs contextes. Ça va mettre en valeur beaucoup ses interventions tout à l'heure. Et maintenant, il est au niveau du volet jeunesse de la direction des services en santé mentale. Il n'est pas dans la direction du partenariat, mais il est dans une direction où le partenariat est très, très important également. Et il est au niveau du projet Aire ouverte. Alors, je remercie beaucoup Simon d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci aussi à nos modérateurs, aux gens qui prennent les notes. Je ne voulais pas vous oublier non plus. Alors, nous allons commencer pour avec une première question, qui va être la même pour chacun de nos panélistes. OK? Puis, chacun va avoir environ 4 minutes pour y répondre. La première personne qui va y répondre va être Michel. Puis, ce qu'on aimerait savoir, c'est selon votre contexte à vous. Hein? Donc, Michel, pour ton contexte de la proche aidance, considères-tu que le partenariat avec les usagers et les proches est un levier de transformation? Alors, je te passe déjà tout de suite la parole sur le partenariat comme levier de transformation. Merci Michel. En fait, nous, notre contexte ministériel à la direction des aînés et des proches aidants, ça a vraiment été l'élaboration d'une loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, d'une politique nationale pour les personnes proches aidantes et d'un premier plan d'action qui est gouvernemental, interministériel. Au Québec, il y a 1,5 million de personnes proches aidantes et donc la proche aidance touche une personne sur 5. C'est pour ça qu'on a toujours vu ce qu'on a développé comme un projet de société. Et ce qui est visé par ce projet-là, c'est vraiment de soutenir l'amélioration, le maintien de la santé, du bien-être, de l'équilibre de vie, malgré les tâches inhérentes à la proche aidance. Et puis, pour nous, c'était incontournable de travailler en proche partenariat avec les principaux intéressés, donc avec les personnes proches aidantes. Ce qu'on souhaite avec ce projet de société-là, bien sûr, c'est agir sur un paquet de déterminants sociaux de la santé pour améliorer l'équilibre de vie. On travaille avec 17 ministères et organismes différents, avec 15 directions aussi différentes au ministère de la Santé et des Services sociaux, avec de nombreux organismes communautaires, mais on travaille aussi beaucoup avec de nombreuses personnes proches aidantes. Et en tout début, vraiment en amont, en tout début des travaux en 2018, on a vraiment saisi l'opportunité qui nous était offerte sur un plateau d'argent par le cadre de référence qui a été élaboré notamment par la chef d'orchestre qui est France Laverdière. Au niveau du partenariat, il y avait, dans le cadre de référence, vraiment une assise importante de travailler le partenariat dans un contexte de gouvernance avec les usagers ou les proches. Et c'est vraiment le levier de transformation qu'on a saisi pour vraiment impliquer les proches dans le développement, en fait, dans toutes les étapes de l'élaboration du projet de société, dans toutes les décisions en lien avec les orientations, les principes directeurs. Et ça a pris différentes formes. En fait, dès la première consultation sur place avec plus de 250 acteurs en proche aidance en 2018, à chaque table, il y avait une personne proche aidante à qui on a donné une voix privilégiée au niveau des savoirs expérientiels. On a ensuite formé un comité de personnes proches aidantes qui nous a accompagnés au même titre que le comité interministériel, que le comité ministériel, qui nous a
vraiment accompagnés pas à pas, avec qui on a validé toutes les propositions de définition, de principes directeurs. Et on a, à un moment donné, aussi voulu faire une consultation auprès de 250 personnes proches aidantes à travers le Québec. On vous a sollicité, les bureaux de patients partenaires, les comités d'usagers aussi, pour nous suggérer des personnes proches aidantes qui ont vraiment validé et bonifié la proposition. Moi, je vous dirais, là, je terminerai là-dessus, ce petit segment-là. Il y a un moment, pour moi, qui a été un moment charnière au niveau de cette transformation-là. C'était en début de travaux, quand on a travaillé avec notre comité interministériel, on est devant 17 ministères et organismes différents. Puis là, on veut placer le partenariat. Et là, on s'aperçoit qu'il faut vraiment bien placer les définitions parce qu'il y a une volonté de la part des ministères à travailler avec les personnes proches aidantes, mais on parle beaucoup plus de collaboration. Alors là, il a vraiment fallu placer ce qu'est la collaboration, quelle valeur ajoutée sur le plan de la création de valeur amène le partenariat, départager ces deux univers-là pour tous les ministères qui travaillent avec nous. Puis à partir de ce moment-là, on a vraiment pu travailler avec la définition d'un partenariat qui est, comme vous le connaissez, là, encore mieux que nous, là, mais vraiment la co-construction et puis vraiment d'engager nos comités dans toutes les réflexions et les décisions. Donc, c'est dans notre ADN maintenant. Merci, Michel. Je trouve que ça place vraiment bien ça place vraiment bien le partenariat comme première intervention parce qu'effectivement, ça vient de le situer dans le continuum de l'engagement puis ça nous place dans un réel partenariat où, comme tu le mentionnes, pour avoir un levier de transformation, la co-construction est vraiment un élément clé pour avancer puis faire une grande différence. Alors, je passerai maintenant la parole à Simon pour la même question. Alors, Simon, est-ce que tu considères que le partenariat, c'est un levier de transformation au niveau du réseau de la santé et des services sociaux? Bien, la réponse, ça va être simple, c'est oui, c'est un levier de transformation. Et ça me soulage quand même. Il faut que je remette un peu le contexte au niveau d'Heures ouvertes pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. C'est un service qui est en train d'être déployé partout à travers le Québec pour les 12 à 25 ans. C'est un service qui est basé sur le besoin. Puis très, très rapidement, souvent, l'exemple qu'on donne, c'est un genre de CLSC, mais version jeune. C'est pas exactement ça, mais pour ceux qui... ça peut aider à comprendre c'est quoi le projet. Puis dans les orientations en partant du projet, l'implication et la participation des jeunes et des parents est une exigence du ministère, mais c'est aussi quelque chose qui est basé sur les réseaux de services intégrés jeunesse. Les réseaux de services intégrés jeunesse, c'est quelque chose qui est en déploiement partout à travers le monde. Il y a Foundry au Canada, qui en est un très bon exemple. Il y a aussi Headspace en Australie, qui en est un. Puis l'implication citoyenne, l'implication des personnes visées par ces services-là est une des clés qui correspond à tous les projets. Fait que dans Heures ouvertes, la participation des jeunes, parce qu'on veut que le service corresponde en fait à ce qu'ils ont besoin, autant au niveau de à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ils sont accueillis, après ça, comment les amener vers d'autres services, parce que dans tout l'aspect du réseau de services intégrés, c'est pas juste Heures ouvertes à lui tout seul, c'est tout ce qui existe. Fait autant dans les services à l'institutionnel, qui sont plus spécialisés, ou dans le communautaire, il y a tout l'accompagnement puis en fait la navigation que le jeune va avoir à faire dans tout ça. Puis Heures ouvertes vient mettre un peu c'est un peu le ciment qui va venir solidifier tout ça ensemble. Fait que c'est le partenariat, mais avec le communautaire, avec tous les partenaires, tous les acteurs du réseau. C'est fait que, tu sais, en termes de levier de transformation, c'est juste mettre la base, prendre le temps de mettre tout ça en place. C'est quelque chose qui n'est pas très, très simple. Fait que pour l'instant. Puis Simon, ce qu'on comprend bien aussi à travers ce que tu exprimes clairement, c'est pour que ce soit des services qui soient adéquats, il faut que ça ressemble et que ça réponde aux besoins des jeunes. Et ça, on ne peut pas le faire sans
impliqués sans être en partenariat avec les jeunes. Exact. Puis une des volontés, c'est que ça continue aussi à évoluer à la réalité de ces jeunes-là. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place une structure qui va permettre aux jeunes d'être impliqués sur le long terme, mais que ça va se renouveler à travers le temps. Puis Cœur ouverte, qui est en train d'être créé aujourd'hui, les services qui sont donnés aujourd'hui, ça devrait évoluer. Dans 5 ans, ça ne devrait pas être pareil. Si c'est exactement pareil, je serais un peu déçu, sauf pour la philosophie de l'implication, du partenariat et de la co-construction. C'est comme les éléments de base, mais il faut que ça évolue avec la jeunesse. Mais c'est comme ça aussi pour tous les autres services. Fait que qu'est-ce qu'on met en place en ce moment dans Air ouverte? Normalement, ça devrait évoluer puis bénéficier à tous les autres services qui sont extérieurs directement à ceux d'Air ouverte, parce que ces jeunes-là sont accompagnés souvent vers d'autres services qui sont plus spécialisés quand ce n'est pas des besoins qui peuvent être répondus de façon ponctuelle. Fait que ça veut dire aussi qu'il faut que les autres services soient adaptés à la réalité des personnes. Fait que, tu sais, ça, je vais en parler dans la prochaine question, mais c'est comment qu'on va faire évoluer cette implication-là à travers le temps, puis comment que ça va pouvoir bénéficier au réseau de services intégrés. Donc, on voit aussi tout l'impact de cette transformation-là et jusqu'où elle peut aller. Maintenant, je passerai la parole à Jean-François. En tant que PDG, comment le partenariat peut être un levier de transformation au sein d'un établissement? Là, je n'ai pas demandé si c'était un levier de transformation. Hein, vous avez compris que je n'ai pas fait la même erreur. Je vais être délinquant. C'est pas un levier. Non, non. C'est plus mon ami. Sérieusement, Merci, pour Jean. moi, c'est à 3 niveaux. Je vais commencer par un niveau personnel. C'est le niveau clinique. On est au CHUM ici. Ma maman a souffert de la sclérose latérale amyotrophique et elle a consulté des neurologues du CHUM qui voulaient lui faire un projet de recherche expérimentale. Là, on se connaissait et tout ça. Puis c'est pas son projet de vie qu'elle voulait. Elle voulait aller à l'aide médicale à mourir. Donc, le premier niveau, c'est d'avoir une pratique clinique en collaboration centrée sur le besoin du patient qui correspond à son projet de vie. Fait que pour moi, comme PDG, comment au quotidien, dans l'activité clinique, on réussit ça? Ce qu'on ne réussit pas toujours, actuellement, je vais donner un exemple, il n'y a pas beaucoup de cardiologues qui ont des discussions avec les personnes âgées. La plupart des personnes âgées souhaitent mourir dans leur sommeil, une mort douce, tranquille. La plupart ne savent pas qu'un pacemaker de nouvelle génération va empêcher ça, va les réveiller, entre guillemets. Là. Donc, c'est le genre de discussion clinique quotidienne centrée sur le projet de vie qui est super important. Le deuxième niveau, pour moi, c'est le niveau des projets. Je vais donner un exemple très concret du CIUS de l'Est. On vient la semaine dernière, d'ailleurs Vincent était là, d'ouvrir le GMFU Hochelaga-Maisonneuve au CLSC Hochelaga-Maisonneuve. Le CLSC, pour ceux qui ne le savent pas, on parlait tantôt de CLSC. Là, le CLSC Hochelaga-Maisonneuve, c'est un des bastions au Québec de l'engagement communautaire et de la pratique CLSC dans toute la logique de partenariat, de proximité à la communauté, ce que les CLSC devaient être à l'origine. Puis on le sait dans le temps que ce n'est pas nécessairement été ça qui est arrivé. Bien, pour réussir à intégrer dans cet environnement-là une pratique médicale, puis de faire en cohérence avec la mission, puis avec une vision du partenariat, bien, ça a pris un partenariat avec les patients. C'est Janelle Bouchard, nous, chez nous, qui a co-construit avec nous puis elle était aussi engagée dans les organismes communautaires d'origine du CLSC pour que ça soit adapté. Puis là, bien, ça fait un GMFU qui a un angle à la fois pour les clientèles très vulnérables, toxicomanie, itinérance, puis à la fois un GMFU qui a un engagement social par rapport au développement durable, par exemple. Vous avez probablement vu des sorties de nos médecins dans les médias. Dernier niveau, dernier exemple pour moi, c'est des transformations de système. Je reviendrai avec d'autres exemples tantôt, mais celui que je vais vous donner en ce moment, rapidement avec nos équipes, on s'est dit comment on se rétablit de la pandémie. Puis, je ne veux pas dire le CIUS de l'Est, là, je veux dire la communauté de l'Est de l'île. C'est 535 000 personnes. C'est le territoire au Canada qui a été le plus affecté par la COVID en termes de nombre de personnes qui ont eu la maladie et de complications. On a dit, bon, on va co-construire cette démarche-là avec les usagers, avec les tables de quartier, avec les organismes communautaires.
Fait qu'on l'a parti à partir du questionnaire d'origine pour faire un diagnostic où étaient les gens. Puis là, on était rendu à l'étape de c'est quoi la réponse de l'ensemble de la communauté qu'on devrait donner dans le plan de rétablissement. Donc, pour moi, c'est donc dans la pratique clinique, dans les projets, puis dans la transformation du système, c'est comme ça qu'on peut, je dirais, utiliser le partenariat comme levier de transformation. Bien, merci beaucoup. Ça place vraiment bien le partenariat comme levier de transformation là, aux divers niveaux. Puis, vraiment très, très, très clair. Puis, les exemples sont vraiment très aidants aussi. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la deuxième question qui va être également la même pour l'ensemble de nos panélistes. Et je vais débuter avec Simon. On va aller dans le comment. OK? Alors, comment le partenariat il devient un levier de transformation? Dans le fond, ça se concrétise comment? Alors, je te laisse la parole, Simon, puis chacun des panélistes a également environ 4 minutes pour répondre. Dans le projet Heure ouverte, comment que ça se concrétise? Avec beaucoup de patience et de persévérance, je dirais. Mais sérieusement, on a mis en place différentes modalités d'implication dans le projet. Il y en a une qui est via le partenariat dans le style usager partenaire, jeune partenaire, où on utilise le savoir expérientiel à travers les différentes modalités de services qui sont données. Puis on a aussi mis en place des comités de jeunes. Donc tous les établissements, dans la demande du ministère envers les établissements, c'est qu'il y ait au moins un comité de jeunes pour l'établissement qui vont pouvoir aider à prendre des décisions et des orientations. Donc, on leur donne vraiment un pouvoir qui est décisionnel. Mais tu sais, ça prend un certain temps à mettre en place, à maintenir, puis ça change aussi beaucoup les pratiques. Souvent, c'est des intervenants, nous, qui vont tenir ces comités de jeunes-là, mais ça sort tout le monde de leur zone de confort. Tu sais, on va demander autant pour les horaires de travail, souvent, ça a été déterminé par les jeunes. Mais imposer un horaire de travail déterminé par des jeunes à des travailleurs, des fois, ça fait pas l'affaire de tout le monde. La même chose pour les espaces, à quoi ça va ressembler. On a des établissements qui ont impliqué des jeunes jusqu'au plan d'architecte pour que le lieu ressemble vraiment à ce qu'ils voulaient. Comme tantôt je disais, dans l'accueil, la façon qu'il devrait être accueilli, la façon que le service devrait être donné. C'est des choses qui ont été utilisées. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai été accueilli par, c'était la coordo dans le temps, et la chef de service. Mais ils ont vraiment tout mis en place pour que je puisse me sentir à ma place puis progresser dans le projet. En fait, c'est Annie Dion, pour la nommer, puis Isabelle Simard, c'est elle qui m'avait offert de m'impliquer dans le projet Heure ouverte, puis je ne pourrai jamais assez la remercier pour ça, parce que moi, ça correspondait à des... je voulais travailler avec les jeunes de 12 à 25 ans, mais je ne savais pas comment faire par rapport à l'expérience que j'avais eue. Fait que quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai vraiment eu un bel accueil et un beau soutien de la part de ces personnes-là qui a évolué dans le temps, qui m'ont toujours offert des possibilités. Ça a le fait que j'ai pu m'impliquer pour l'offre de service. On a regardé aussi, on a eu des lieux satellites, fait que ça a été jusqu'à donner des montants d'argent à des organismes pour qu'ils puissent offrir des services avec Heure ouverte, des collaborations. Ça a été aussi des entrevues que j'ai faites passer à différentes personnes au niveau du projet Heure ouverte. Fait que le nombre de façons d'impliquer des jeunes, d'impliquer des familles aussi, sont infinis. Mais par exemple, il faut avoir un bon soutien de la part des personnes qui ont un pouvoir décisionnel. C'est très important qu'ils s'impliquent, qu'ils soutiennent aussi, puis de se sentir soutenus dans tout ça. Puis, à travers toute cette expérience-là, en fait, j'ai perdu ma ligne directrice, j'en suis désolé. Mais bref, donner un poids à des usagers, des proches, ça prend du temps, ça demande de la persévérance. Il ne faut pas trop précipiter les choses, il faut le faire un peu, mais il ne faut pas trop les précipiter. Puis il faut aussi donner le soutien aux équipes qui vont travailler avec ces usagers-là, qui vont les intégrer à leur pratique. C'est pas quelque chose de simple, c'est sous-estimé
mais il faut vraiment offrir toute la structure aux personnes qui vont travailler jour après jour avec des usagers partenaires, avec des pairs aidants, avec des proches aidants. Puis ça, c'est un des éléments souvent que je vois qui est manquant par manque de temps, par manque de ressources, pour plein de raisons que je comprends aujourd'hui. Puis même moi, à mon niveau, puis avec l'expérience que j'ai, puis j'ai de la misère à impliquer des fois des gens parce que je manque de temps, parce que je manque de ressources. Fait que, tu sais, Mais Simon, tu soulèves des points vraiment importants. Tout l'accueil, hein? L'accueil, le réel pouvoir au partenariat qui est accordé. Il faut avoir des gens décisionnels autour qui peuvent vraiment implanter les changements. Tout l'accompagnement. Le temps, ça s'apprend le partenariat. Hein? Tantôt, je pense que c'est Jean-Guillaume qui le mentionnait, il me semble. On est meilleur qu'avant. Hein? On a avancé. Il y a des choses qui ont évolué. Audrey l'a mentionné également. Mais il faut prendre le temps de développer les habiletés, les capacités, puis avoir les conditions pour le faire. Je résume très brièvement, mais c'est beaucoup plus riche de ce que tu as mentionné. Maintenant, je passerai la parole à Jean-François sur la même question, sur le comment ça devient un levier de transformation, puis ça se concrétise de quelle façon. La première chose que je dirais, puis en écho à ce qui vient d'être mentionné, ça prend des moyens. C'est le numéro 1. Là, je vais donner un exemple au CIUS de l'Est. Nous, si on veut que ça fonctionne, il faut des ressources dédiées. Il faut avoir des gens, il faut y consacrer aussi un certain budget, un certain environnement. Fait qu'on a créé un espace partenariat avec des gens qui ne font que ça dans leur quotidien. On lui faisait référence tout à l'heure, c'est nécessaire avoir un processus de recrutement qui est adéquat, un processus de formation qui est adéquat, une préparation mutuelle, préparation du patient partenaire, préparation de l'équipe avec laquelle les gens vont travailler. Puis ensuite, bien, la marge de manœuvre décisionnelle, il faut qu'elle soit définie mutuellement en amont pour éviter des déceptions. Parce que des fois, il y a des décisions que les gens aimeraient prendre, que même moi, comme PDG, je ne peux pas prendre, donc tout seul. Donc, l'attente réaliste est importante pour ne pas créer un environnement où, suite à l'engagement, les gens disent « je n'ai pas atteint ce que je souhaitais ». Puis, donner des exemples concrets. Je vais partir du CHUM. J'étais au CHUM avant, responsable de l'ouverture du nouveau CHUM. Donc, je suis en terrain connu. Il y a 2 éléments qui, pour les cliniciens, n'étaient pas du tout importants. Puis, ce ne serait jamais fait si les patients partenaires n'avaient pas été impliqués. C'est des éléments très, très concrets, là. La disparition de la carte d'hôpital. Pour les cliniciens, là, c'était l'enfer, pas une priorité, pas important. Par contre, pour les patients à mobilité réduite, les personnes âgées qui venaient, d'arriver à l'accueil, de dire non, il faut que vous allez faire votre carte bleue, repartir, faire le détour, marcher alors que les gens sont nerveux, leur rendez-vous en oncologie. Les gens disaient non, c'est vraiment important de faire sauter la carte. Puis c'est grâce au partenariat de soins que le focus a été maintenu dans tout ce qu'il y avait à faire pour l'enlever, cette carte-là. Puis les gens l'apprécient aujourd'hui, c'est niaiseux, là, mais à chaque rendez-vous, à chaque patient, à chaque... L'autre exemple, toujours dans le contexte du CHUM, c'est la politique de cohabitation. Permettre aux patients, aux proches d'être présents, aux proches significatifs d'être présents. Les équipes de soins ne voulaient rien savoir. On est inquiet, on a peur, ça va compliquer notre quotidien, ça va être plus lourd, on n'a pas le temps de faire ça. C'est par l'implication, justement, des patients partenaires que ça a pu se faire, puis ça a pu être intégré dans la pratique clinique, puis que, c'est rendu un réflexe aujourd'hui. Fait que, c'est des éléments, puis c'est des moyens comme ça qui permettent d'opérationnaliser. Fait que dans mon nouveau rôle, j'essaie de le faire tout autant. Là, je vais donner l'exemple du nouveau HMR. Donc, on a des patients partenaires dans l'ensemble des ateliers de conception pour justement penser l'hôpital de demain de façon cohérente par rapport aux besoins. Très intéressant. On voit vraiment l'impact des usagers, des proches partenaires. C'est incroyable. Soyez-en très fiers. Très bons exemples, Jean-François. Ça situe très bien l'importance du partenariat. Je poursuivrai avec Michel. Merci, France. Et merci, Simon, aussi. Là, quand je t'écoutais tout à l'heure, je retenais beaucoup de conseils pour la suite des travaux en proche aidance, au niveau de l'implication des personnes proches aidantes. Pour nous, en fait, ce qui a été un grand levier de concrétisation là,
puis d'adhésion à cette vision-là de partenariat, ça a été l'engagement de nos hautes autorités ministérielles. Tu sais, là, je suis dans un contexte de travail ministériel davantage, mais tout autant notre ministre des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, que son cabinet, que notre sous-ministre Nathalie Rosebush, elles étaient pas seulement sensibles au partenariat, mais en appétit de partenariat. Et moi, il n'y a pas une rencontre de débriefing avec notre ministre qui ne débutait pas, puis où elle ne me demandait pas, bien, Michel, qu'est-ce que les proches aidants en pensent? Qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Est-ce qu'ils sont en adhésion avec ça? Donc ça, ça a été central. Ça nous a permis de travailler avec le comité de personnes proches aidantes vraiment en réelle co-construction sur la définition d'une personne proche aidante inscrite dans la loi, les principes directeurs qui sont inscrits dans la loi, les orientations aussi. Quand on a fait le sondage auprès de plus de 250 personnes proches aidantes au Québec, on allait tester, en fait, est-ce que vous êtes en adhésion au niveau de la politique avec ce qu'on propose? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est là pour... Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ce sont des principes et des orientations qui vont vous soutenir? Ils nous ont dit oui, mais en analysant les résultats du questionnaire, on a découvert qu'il y avait là une foule de propositions, de mesures concrètes qui sont devenues des mesures du plan d'action aussi. Notre proposition pour les proches aidants aussi n'est pas que pour les proches aidants d'aînés, hein, c'est transversal, c'est pour tout contexte de proche aidance. Donc, par exemple, on a vu lors du sondage que les personnes proches aidantes qui soutiennent des personnes qui vivent avec un enjeu de santé mentale nous disaient on a besoin de connaître davantage l'environnement légal. Bien, Éducalois avait sur son site des informations extraordinaires sur le plan légal pour les proches aidants, mais la diffusion, la pénétration de ces informations-là n'était pas nécessairement au rendez-vous. Alors, on a une mesure au plan d'action qui vise le transfert de connaissances mieux adapté aux différentes personnes proches aidantes pour vraiment aller les rejoindre. C'est un petit exemple. Ça s'est aussi concrétisé pour nous par des structures de gouverne qui sont vraiment enchâssées dans la loi, qui visent à reconnaître et soutenir les proches aidants. Donc, on a deux grandes structures, la création d'un observatoire québécois de la proche aidance et d'un comité de partenaires concernés par les questions de proche aidance. Le comité de partenaires va donner des recommandations directement, des avis à la ministre. L'observatoire, bien, un peu comme l'observatoire qu'on connaît, hein, davantage des tout-petits, là, va être en transfert de connaissances. Bien, dans la loi, il est bien indiqué qu'au-delà d'avoir des chercheurs, des organismes communautaires dans le comité de direction de l'observatoire et sur le comité de partenaires, bien, il y a des personnes proches aidantes. Il y a un grand nombre de personnes proches aidantes qui ont été nommées par la ministre et qui contribuent au projet de société. Donc, c'est un autre moyen concret là, qui enchâsse vraiment dans une loi puis dans la pérennité l'implication des personnes proches aidantes parce qu'on a la chance d'avoir un projet de société qui va se renouveler à travers les années, un plan d'action qui va se renouveler absolument parce qu'il est enchâssé dans la loi. Ça va ça va se maintenir une priorité gouvernementale. J'avais le goût de oui? Par rapport à comment ça se concrétise, mais je garde d'autres éléments pour l'autre question. Oui, tu poursuis à l'autre question, excellent, oui. Puis tu ne gêneras pas pour en rajouter à ta convenance. C'est intéressant aussi, Michel, parce que tu viens d'illustrer, souvent les gens se demandent, est-ce que tu en fais du partenariat au ministère? Bien, je pense qu'on a un exemple, je vois des gens sourire, c'est un exemple concret d'un projet qui se décline à tous les niveaux et en partenariat. Puis, ce qui est intéressant aussi, tu viens de positionner le volet de la consultation. Hein? On dit dans le continuum d'engagement, au bout, ce qu'on veut, c'est du partenariat. Mais il y a des éléments aussi dans ce continuum d'engagement-là ou de participation, selon comment on l'appelle, des éléments qui alimentent énormément aussi le travail en partenariat. Hein? Alors, maintenant, je passerai à des questions individuelles. Alors, vous avez chacun une question précise et je vais commencer avec Jean-François. Dans le fond, c'est quoi le rôle des établissements dans le déploiement du partenariat? C'est quoi qui doit être mis en place? Comment on y arrive à l'échelle d'une organisation comme celle que vous pilotez, puis surtout au niveau des soins et services, qui est aussi une préoccupation que tu as bien énoncée?
J'y touchais un petit peu tout à l'heure en donnant l'exemple de l'espace partenariat, mais l'espace partenariat, il faut qu'il se décline aussi en contexte de soins, en contexte de services. Donc, concrètement, ce n'est pas le même partenariat, la même optique, la même façon de faire en jeunesse, quand on parlait d'air ouverte tout à l'heure, que chez nos personnes aînées, dans les contextes de CHSLD puis de l'approche aidance, que dans le contexte de la santé mentale, avec la notion de père aidant, pleine citoyenneté. Peut-être que vous connaissez l'Institut universitaire de santé mentale qui fait partie du CIUS de l'Est. Il faut réussir à, selon le contexte clinique, le niveau d'engagement, les capacités aussi de chacun des patients, de trouver la formule qui est gagnante pour faire vivre le partenariat. Ça prend une adaptation pour arriver à le faire vivre en contexte clinique dans ces différentes réalités-là, dans ces différentes cultures-là. Parce que vous l'avez, là, ceux qui sont patients partenaires dans la salle, si vous avez travaillé en chirurgie ou si vous avez travaillé en santé mentale, ce n'est pas le même accueil, la même approche, la même façon, le même rapport. Fait que ça, je pense que c'est important comme organisation d'avoir cette sensibilité-là, puis de créer les espaces dans chacun de ces contextes cliniques-là qui sont adaptés et cohérents. C'est important d'avoir une approche transversale. Là. Donc, je le disais, nous autres, c'est à la direction de la qualité que c'est situé comme responsabilité d'avoir un espace, mais aussi que ça se vive dans chacune des directions. Fait que moi, chacun de mes directeurs a une responsabilité de l'actualiser. Je vais donner un exemple concret. Ma directrice jeunesse, qui est Julie Provencher, elle s'occupe également de santé publique. Donc, c'est elle, quand je faisais référence au plan de rétablissement tout à l'heure, qui l'a actualisé. Puis dans son approche de partenariat avec les tables de quartier, dans son approche avec les organismes communautaires, c'est aussi là. Fait que ça aussi, comme organisation, de le décliner en contexte clinique, puis de le décliner en responsabilité de chacune des directions, au-delà de l'infrastructure qu'on met en place comme espace de partenariat. Puis ensuite, il faut aussi sensibiliser notre conseil d'administration. Le conseil d'administration n'est pas toujours près de ces enjeux-là, malgré qu'il y a des membres indépendants au conseil, des gens qui représentent les comités des usagers, tout ça, mais ils ne s'inscrivent pas toujours dans cette philosophie-là, puis ils ne comprennent pas toujours l'ensemble des aboutissants. Fait qu'il faut faire un travail aussi avec le conseil pour être certain qu'on soit aligné. Puis finalement, on est un milieu universitaire. Donc, il y a un lien avec l'Université de Montréal. Donc, l'importance de s'inscrire dans les missions d'enseignement, dans les missions de recherche également, pour s'assurer que ça soit périn pour demain, puis que les prochains cliniciens soient formés à cette approche. En peu de temps, beaucoup de choses très importantes viennent d'être mentionnées. Beaucoup de niveaux, beaucoup de leviers. Merci beaucoup. Ça adresse vraiment un portrait complet des éléments, des rôles à jouer, puis de ce qui doit être mis en place. Puis effectivement, nos conseils d'administration, on pourrait repartir par une compréhension commune du partenariat. C'est quelque chose qu'il faut comprendre et apprivoiser ensemble, mais c'est un excellent point aussi que tu as amené, Jean-François. Je poursuivrai avec Michel. Alors, puis je vais terminer avec Simon, évidemment. Alors, Michel, au niveau du partenariat pour les personnes, avec les personnes proches aidantes, qu'est-ce que ça a changé dans l'élaboration de la loi, dans le plan d'action? Dans l'élaboration de la loi, la politique et le plan d'action. Qu'est-ce qu'un tel partenariat est venu apporter finalement comme projet de société? Alors, c'est une grande question, mais je pense que tu as bien des choses à nous dire là-dessus. Ça a vraiment influencé beaucoup de choses, notamment dans la loi et dans la politique sont inscrits des principes directeurs. Et puis, le comité de personnes proches aidantes avec qui on a travaillé, puis quand on a fait la consultation, ça nous a vraiment permis de libeller les principes directeurs pour que ce soit très parlant pour les gens et de calibrer aussi l'importance de chaque principe directeur. Je pense entre autres à notre comité qui nous disait que le respect des volontés et des capacités d'engagement des personnes proches aidantes, c'est quelque chose de central. On a eu beaucoup de discussions autour de ça. C'est un des 7 principes directeurs de la politique nationale. C'est inscrit dans la loi aussi. Puis ça fait suite à ce que Jean-François mentionnait dans la capacité puis la volonté. Puis, absolument. Je trouve que ça fait des bons liens. Il y a un très bon lien à faire là. Puis c'est devenu le titre de notre politique nationale aussi. C'est n'eût été que du travail de partenariat avec le comité.
bon, c'est peut-être pas nécessairement celui-là qu'on aurait priorisé. Il y a également des éléments qui se sont ancrés dans nos principes directeurs, comme, bien sûr, là, de reconnaître les savoirs expérientiels des personnes proches aidantes, mais de les considérer aussi dans la diade de ce qu'ils sont avec la personne aidée. Il y a comme une unicité dans ce qu'ils sont comme personne proche aidante, mais aussi dans la diade. Il faut considérer les savoirs expérientiels aussi de la diade dans le développement des trajectoires. Ça aussi, c'est un grand legs que notre partenariat a laissé. Toute l'importance d'accorder beaucoup d'attention dans ce premier plan d'action-là au phénomène de précarisation financière pour les personnes proches aidantes aussi. On aurait peut-être souhaité que dans le premier plan d'action, il y ait davantage de mesures pour soutenir sur le plan financier, mais on a positionné des mesures pour mieux comprendre le phénomène, puis être capable d'encore mieux agir dans d'autres plans d'action parce qu'on sait qu'il va en avoir aux 5 ans. C'est inscrit dans la loi. Ça a été aussi un legs des personnes proches aidantes. Également, en fait, je disais tantôt, ça fait partie de notre ADN. Bien maintenant, ce travail-là de partenariat fait partie de l'ADN des 61 mesures du plan d'action. On a vraiment réussi à engager les ministères qui travaillent avec nous à travailler le plus possible, non pas en collaboration, mais aussi en partenariat. Donc, il y a une foule de mesures qui vont se développer en partenariat. Donc, on a fait des petits, dans le fond, avec cette approche-là. Puis là, j'entends aussi là, les conditions gagnantes dans les établissements. Ça me donne envie aussi de nommer qu'il y a entre autres des coordonnateurs en proche aidance qui sont ici aujourd'hui en grand nombre, qui sont d'un nouveau rôle dans nos établissements. Puis les coordonnateurs en proche aidance vont aussi catalyser ce partenariat-là avec le bureau de patients partenaires, avec le comité d'usagers, avec les différentes directions cliniques. On va axer, on nous a aussi nommé, puis les personnes proches aidantes avec qui on a travaillé nous ont nommé, il faut nous aider à développer la posture de partenariat. Et donc, dans le plan d'action, on a une mesure avec le CEPPP qui va développer, en fait, des capsules diffusées de la formation, de l'information aux personnes proches aidantes pour qu'elles soient capables d'encore mieux se positionner comme partenaires. Et on va aussi former les intervenants à être capables d'encore mieux capter les savoirs expérientiels des proches. Et dans la foulée de votre magnifique appel à projet et de vos magnifiques expériences de partenariat, il y aura, c'est une mesure du plan d'action, un appel à projet pour le partenariat avec les usagers, avec les personnes proches aidantes dans les établissements. Alors, c'est pour ça aussi qu'on est tout oui, l'équipe de la proche aidance à faire du pouce puis sur les leçons apprises de vos expériences parce qu'on a juste hâte de poursuivre l'aventure avec vous, de faire de nouvelles découvertes en partenariat avec les proches. Merci beaucoup, Michel. Puis, tu es venu répondre aussi à travers ton intervention à une question qui était posée sur comment on peut sensibiliser les usagers, les proches partenaires, justement, à travailler en partenariat. Donc, les éléments de sensibilisation et de capsules de formation sont des éléments importants. Et moi, j'aime beaucoup, on va partir un slogan, le partenariat, notre ADN, avec les usagers, leurs proches et les comités d'usagers et de résidents. Il y aura des idées. Je trouve qu'il y a des beaux messages qui sont lancés. Il y a un élément que je n'ai pas nommé, que je me permets juste d'ajouter. Là, quand on dit que les personnes proches aidantes ont développé avec nous les principes directeurs qui sont enchâssés dans la loi, c'est bien beau, mais il y a aussi une disposition dans la loi qui dit que tout ministère qui fait un changement législatif ou encore une politique qui peut toucher les personnes proches aidantes doit prendre en considération les principes directeurs. Puis nous, bien sûr, à la santé, on va être les gardiens de ça. Mais donc, il y a un impact. La voix des proches va jusqu'à influencer, dans le fond, les décisions ministérielles de d'autres ministères. C'est très impressionnant comme travail. En tout cas, je trouve que c'est un résultat incroyable en matière de partenariat. Encore félicitations, Michel, et toute ton équipe et tes partenaires. Simon, on termine avec toi. J'aimerais savoir, Simon, là, quel rôle ils peuvent jouer les usagers, les proches au niveau des projets, selon toi? OK? Puis, est-ce que c'est différent quand on travaille au sein d'un projet à l'échelle d'un établissement ou encore au niveau du ministère? Je dirais que oui. J'ai des petites pistes de réponse déjà, mais alors, Simon, à toi la parole. J'irai avec la simplicité au niveau des établissements puis la complexité au niveau du ministère. Ah!
On l'accepte. Hein? On est en amélioration continue. Puis effectivement, c'est le partage des cultures. Hein? Tout à l'heure, Jean-François le mentionnait, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas faire, d'autres fois on peut faire. Il faut savoir notre limite d'action. Mais effectivement, il y a des environnements complexes partout, mais parfois, dans un milieu ministériel, il y a une complexité qui est difficile Qui est beaucoup plus grande, mais tu sais. à apprivoiser. Tu as tout à fait raison. Alors, je te laisse la parole, Simon. Au niveau des établissements, c'est dans le sens de la simplicité, c'est que l'implication est beaucoup plus directe quand un jeune va s'impliquer ou un parent. Les résultats vont être concrets beaucoup plus rapidement. Encore là, des fois, il y a des choses qui restent complexes, mais admettons, tantôt je parlais de l'accueil, mais il disait, les jeunes, ils ont dit à certaines personnes qui voulaient être reçus, comme qui venaient, puis avec qui venaient. Fait que dans les services, il y a des jeunes, des fois, qui se déplacent en 3-4 ensemble pour rencontrer un intervenant, mais c'est juste pour un jeune. Mais ça, avant, c'était quelque chose qui n'était pas possible ou qui était plus complexe. Mais maintenant, on en a des jeunes qui viennent 2-3, puis après ça, ils les séparent. Puis il y en a un, quand l'intervenant demande pourquoi tu es là, il dit « Moi, je viens juste accompagner mon ami qui avait besoin », mais ça permet quand même d'ouvrir un dialogue avec cette personne-là. Au niveau des technologies d'accès aussi, texter, de pouvoir texter pour prendre un rendez-vous, pouvoir adapter son intervention, c'est des choses qui ont pu être mises en place de façon relativement simple, mais concrète pour... puis c'est toutes des idées souvent qui partaient des jeunes. Puis après ça, sur le niveau d'interaction, c'est sûr qu'on implique aussi les intervenants parce qu'il y a des règles à suivre minimales. Puis pour ça, ça va jusqu'aux autres professionnels qui doivent s'assurer puis se positionner par rapport à ça. Mais souvent, ça vient beaucoup plus tard parce que la jeunesse a besoin de moyens qui s'adaptent rapidement. Mais ça l'évolue souvent pas assez vite. Mais on a tous eu aussi les réseaux sociaux. Les jeunes, pour rejoindre d'autres jeunes, pour faire connaître les services, nous parlent beaucoup des réseaux sociaux, qu'on devrait pouvoir les utiliser. Puis on vient juste de donner l'autorisation au site d'avoir une page Facebook. Mais tu sais, juste la page Facebook autonome qui n'est pas directement liée au site de l'établissement, juste ça a pris 4 ans à mettre en place. C'est une demande qui est là et qui a été perpétuelle depuis 4 ans. Ça bloquait au niveau On du était plus vite ministère. avec nos projets, nous autres, c'est 3 ans. Hein? Oui, tu disais ça bloquait, Simon. Ça bloquait au niveau du ministère dans une autre direction. OK, les projets étaient en établissement, j'ai compris. Mais tu sais, c'est... Ouais. Mais c'est des petites choses comme ça. Puis aussi, tantôt, quand Jean-François a parlé de jusqu'où que la décision peut aller puis qu'il faut convenir d'un accord, il y a le fait qu'il y a des jeunes, eux, qui voulaient poster au nom d'Air ouverte, mais au nom d'Air ouverte de l'établissement, ça, c'est des choses qui seront impossibles. Mais par exemple, pour faire construire le message, ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec les jeunes. Puis pour moi, il y a tout le « avec » qui est important. On travaille ensemble, c'est pas juste le patient qui va prendre des décisions, c'est aussi avec la réalité de l'intervenant, la réalité de l'établissement. Et du ministère. Et du ministère. Puis des fois, il y a des zones grises qui sont très correctes. Mais ça, c'est Simon qui dit ça, pas Simon, employé du ministère. J'ai dû apprendre à faire certaines distinctions au fil du temps. On appelle ça l'apprentissage des rôles. Oui, j'ai encore de la misère. Mais au niveau du ministère, on a impliqué des jeunes pour des activités qui étaient vraiment thématiques, quelque chose qui était concret puis rapidement, qu'on a pu les impliquer pour faire des présentations avec nous, pour mettre en place des activités. Mais pour les impliquer directement dans des comités, pour l'instant, on n'en a pas encore. Là, on a une maman partenaire qui nous accompagne depuis peu, mais c'est quelque chose de très complexe. Puis, à cause de la stabilité, je dirais, on a passé dans les dernières années, dans ma direction, 3 sous-ministres adjointes, 3 DGA,
Puis, juste dans ma direction, moi, cette année, on a eu 3 changements de directrice. Mais pour impliquer du monde, c'est quelque chose qui est ça rend le contexte encore plus difficile parce que pour impliquer des gens dans un projet, surtout des jeunes le projet va leur tenir à cœur. Puis j'en suis l'exemple, là, je me suis accroché au projet au tout début, puis ils n'ont pas réussi à se débarrasser de moi, fait qu'ils m'ont offert une job. Ça, c'est un bonheur. Mais je dis ça vraiment en blague, mais le projet, comme Air ouverte, un projet où on demande à des gens de s'impliquer, ça va être beaucoup... ça vient des tripes, c'est ton cœur qui embarque dans ce projet-là, ça va tenir à cœur aux gens qui vont s'impliquer. Fait qu'au niveau du ministère, quand on veut impliquer des gens, il faut vraiment s'assurer que la structure soit en place puis que les gens soient prêts. Puis c'est ça qui prend du temps. Puis on est en train de mettre ça en place. Là, en théorie, je vais avoir une équipe de gestion qui va être stable dans le temps, pour les 3 prochaines années au moins. Puis je vais pouvoir mettre en place, en fait, l'implication des jeunes, l'implication des parents à l'intérieur du ministère. Parce que maintenant, j'ai ce contexte-là puis ce momentum-là qui va le permettre. Fait que, il faut vraiment créer ce contexte-là. Mais Simon, merci infiniment. Je trouve que tu différencies bien la réalité là, entre les établissements et le ministère aussi. Puis on se rend compte qu'il y a des complexités, des contextes différents, puis il y a des valeurs de base qu'il faut maintenir, comme tu disais, développer un lien de confiance, avoir une équipe stable. Il y a des éléments qu'on ne peut pas, on ne peut pas implanter le partenariat partout, tout le temps, si les conditions ne sont pas présentes. Puis je pense que tu le soulignes bien. Alors, écoutez, avant la période de questions, je tiens quand même déjà à remercier les panélistes. Je les ai trouvés tellement bons. Je suis vraiment fière. Bravo, c'est incroyable tout ce que vous avez abordé. Là, j'ai hâte de réécouter. Là, il y a énormément de richesse dans votre expérience, puis dans votre ADN aussi. Merci. Alors, on passe à la période de questions. On va avoir 5 minutes pour les questions. Donc, merci à tous les panélistes. C'était fort intéressant. Donc, s'il y a quelqu'un, on peut juste prendre des questions en salle, à moins qu'il n'y en ait pas, et puis après ça, on peut aller en ligne. Est-ce que quelqu'un veut... si vous avez une question, vous pouvez vous avancer au micro. Est-ce qu'il y en a en ligne? On en a en ligne, on a. On en a une ici en... On va donner la priorité à ceux qui sont pris. Voilà. On a juste 5 minutes. Dire votre nom aussi. Mon nom, c'est Edith Fournier. Gardez vos masques. Bonjour Edith, ça fait plaisir de vous revoir. Oui, je trouve qu'on a fini comme un siècle Oui, depuis le début des travaux. oui, mais j'ai juste Mais pris 2 je ans. voudrais vous dire, ça m'a reporté bien loin. Quand j'ai commencé là, à connaître le partenariat, déjà, j'étais toujours proche aidante. Là, je ne suis plus, mais... Non, je ne suis pas encore. Il veut tirer ça au sort. Il a bien raison. Mais moi, je voudrais vous dire que quand j'étais proche aidante chez moi, j'étais très occupée. Et je me disais, si on m'avait dit, il faut que tu viennes comme partenaire, ben, je me demande à quoi ça aurait référé pour moi, parce que je n'aurais pas su être partenaire. Je ne savais qu'être proche aidante. Et je crois que plus j'avance dans cette question-là, plus je me rends compte, Michel y a fait allusion tout à l'heure, mais à quel point c'est important que l'on s'occupe de la formation à la fois des patients et des proches aidants pour nous apprendre à être partenaires. Moi, je trouve ça difficile d'être une partenaire de mes soins. Pourtant, je l'ai moi aussi dans mon ADN, je pense. Mais quand je suis dans le bureau de mon médecin, quand c'est pour moi, j'attends qu'il me dise un peu, puis je sors de là fâchée parce que je me dis, il me semble que j'aurais pu jouer mon rôle autrement. C'est difficile d'être un partenaire. Donc, ça s'apprend, puis c'est important d'être accompagné. Hein? Michel et moi, on travaille beaucoup sur la formation des proches aidants parce qu'on y croit beaucoup, probablement parce qu'on en a eu besoin. Mais je trouve que cette dimension de la formation des patients et des proches aidants, il faut s'en occuper beaucoup.
Bien, merci de l'avoir souligné à la lumière de votre expérience. Edith, merci, c'est très apprécié. Merci. Alors, on prend une dernière question, je crois. Une dernière, puis après ça, on va passer à la pause. D'accord. Bonjour, Anne Gendreau, psychologue au Centre d'expertise en maladies chroniques du CIUS de l'Est et partie prenante du comité de patients partenaires qu'on a depuis un moment chez nous. En fait, pour éviter, puisqu'on est si limité dans le temps, peut-être que je remercierais surtout les personnes avant. Donc, effectivement, formation des patients qui me permet de rebondir sur ce que vous avez dit, Simon, qui est très important, stabilité des équipes. Je pense que c'est l'enjeu principal au plan des professionnels parce que quand ça roule tout le temps, parce que la belle petite question que je m'étais formulée, puis peut-être vous la garderez pour, si on n'a pas le temps nécessairement de la mettre en dialogue, c'était, bon, comme le partenariat, c'est quelque chose qui s'incarne, qui doit se vivre au jour le jour dans les contextes de soins, etc., est-ce qu'il n'y a pas au plan institutionnel et politique syndical quand même un défi d'intégrer un modèle qui est intrinsèquement bottom-up dans un système qui fonctionne encore beaucoup en top-down au plan organisationnel et des relations de travail et tout ça, qui engendre un certain roulement de personnel, etc. C'est difficile de pérenniser des projets dans ce cadre-là. Il y a vraiment un défi là. Effectivement, la question soulève des enjeux très importants. Je pense que ce sera un élément qui sera abordé de façon plus spécifique aussi dans l'évolution du partenariat. C'est très pertinent comme question. Alors, écoutez, oui. Oui, alors Jean-François, je m'excuse. Je n'ai pas l'ambition de répondre à ça, mais sérieusement, c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Dans le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre qui se vit en santé comme dans les autres secteurs, ça engendre un mouvement puis un manque de stabilité. Simon le décrivait à travers la lunette du ministère puis les projets. Puis sur le terrain clinique du quotidien, c'est extrêmement difficile. Puis ça m'amène à un élément que j'aurais aimé puis je n'ai pas eu l'occasion de toucher. Il va falloir, on parlait de gouvernance tout à l'heure, il va nous falloir une commission par an en santé et services sociaux. Parce qu'actuellement, la capacité du système n'est pas alignée avec les besoins. Puis on est rendu à l'époque des choix. Puis ça, c'est le cœur du partenariat. C'est qu'est-ce qu'on veut, quelle est la priorité de notre système. Puis qu'est-ce qu'on couvre et pourquoi. Puis on arrive, puis il ne faut pas laisser ça, entre guillemets, dans les mains de décisions cliniques quotidiennes par manque de ressources où on fait des petits arbitrages chacun dans nos milieux. On est dû pour une réflexion de société, puis il faut que les patients, les citoyens soient au cœur de cette réflexion-là. Parce que, vous le savez, on parle trop de ce qu'on n'offre pas, là. Le système de santé, je vais donner l'exemple du CIUS de l'Est, là. Quelques exemples. On suit 25 000 patients en soins à domicile. On héberge 10 000 personnes. Est-ce que ça répond à tous les besoins? La réponse est non. Est-ce qu'on peut faire plus? Là, dans le contexte de la pénurie, dans le contexte des ressources, comment on le fait? Puis comment on le fait ensemble? Moi, je pense que c'est le défi. Puis c'est le défi aussi derrière la stabilité. C'est qu'actuellement, pour les ressources disponibles, la gamme de services est trop grande. Puis ça, il faut s'en parler. Puis c'est un grand dialogue collectif à avoir. Finalement, on m'a dit qu'on allait pas avoir de pause. Alors, il y a Michel ici et il y a 2 questions en ligne. Je m'excuse, Audrey, elle me faisait ça. Puis je pensais qu'elle voulait dire « Conclue, France, conclue, conclue ». Alors, c'est pour ça que Jean-François, j'ai passé à côté presque de votre intervention. Je suis désolée, Audrey, d'avoir mal compris l'importance du dialogue et de la communication. Et pourtant, nous sommes partenaires depuis des années. Bonjour, alors à vous la parole. Alors, Michel Carbonneau. Pour ceux qui ne l'auraient pas su encore, je suis le compagnon de Mme Fournier, avantageusement connue. Qui n'est pas encore votre prochain aidant. Écoutez, je voulais faire un peu de pouce sur justement l'intervention d'Édith. Elle a dit on ne sait pas comment être partenaire. J'ouvre une parenthèse avant de continuer. Ce qui m'a énormément impressionné ce matin, c'est l'ampleur, je dirais, de la vague partenariale. J'avoue là que je suis un peu renversé parce que je l'ai vécu surtout dans le secteur de l'approche aidance.
Mais c'est vrai que ça n'est pas facile et qu'on ne sait pas tenir son rôle. On ne sait pas comment être partenaire. Et je ne vous raconterai pas ma relation avec mon médecin de famille. Mais je me demande s'il n'y aurait pas lieu de créer, je ne sais pas si c'est un cours, si c'est un prix ou si c'est un projet de recherche que j'appellerais l'aide médicale au partenariat. Je le dis avec ironie, les cours CSS auxquels j'ai participé m'ont permis de voir comment ça pouvait faire la différence entre travailler avec des soignants qui sont ouverts au partenariat et des soignants qui ne le sont pas. Et je ne sais pas si j'enlèverai la parole à Hugues Villeneuve, qui doit intervenir plus tard. On a fait l'expérience à l'Institut de cardiologie. La différence que ça fait quand il y a un médecin présent dans une discussion et qui est favorable, c'est absolument impressionnant. Je pense que les médecins continuent, je dirais, de détenir un rôle clé. On leur en demande beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps, qu'ils aient la motivation pour devenir partenaires, mais je pense qu'il y a lieu de regarder ça sérieusement et de voir ce qu'on ne pourrait pas faire avancer davantage. Je sais qu'il se fait des efforts importants, mais je pense qu'il y a une clé là pour un partenariat, je dirais, plus intégré et plus dépendamment des secteurs, évidemment. Voilà. Merci. Michel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bien, je peux peut-être réagir juste un instant sur le témoignage qui vient d'être fait. Vous avez mentionné le rôle important des médecins, mais il faut les aider eux aussi. Hein. Je pense qu'il y a un effort important de la faculté de médecine qui est fait de l'Université de Montréal, mais ce n'est pas suffisant. Les médecins qui sont en pratique depuis longtemps, eux-mêmes ne savent pas, puis quand on parle avec eux, ils sont démunis devant actuellement ce qui se passe avec les patients aussi. Le changement d'approche, le fait que beaucoup de patients arrivent avec un diagnostic préétabli, en ayant déjà réfléchi à ce qu'ils voulaient, ça les déstabilise. Donc, dans les discussions qu'on a. Puis, vous l'avez mentionné vite, vous disiez, le médecin est encore au cœur, mais il faut réussir ensemble à changer ça. Les autres professionnels sont capables. Puis les autres professionnels ont leur place pour avoir la discussion avec le patient. Je pense là aussi, il y a un changement effectué, que ce soit nos infirmières, que ce soit nos psychologues, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Le partenariat doit se construire avec eux aussi, puis ils peuvent prendre une grande part de cette relation clinique-là. Tout à fait. Je rajouterais peut-être un petit quelque chose aussi, puis c'est plus au niveau individuel, soi-même par rapport à la relation avec son médecin quand c'est médical. Moi, ma relation avec mon médecin, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Pendant longtemps, il n'a pas été... je ne le sentais pas à l'aise avec la santé mentale. Moi, c'est la raison pourquoi j'ai le plus été dans le système, c'est que ça n'a pas toujours été facile de vivre pour moi avant. Puis, à un certain moment, il s'est mis à être plus à l'aise avec la santé mentale. Moi, j'ai commencé à être impliqué dans le partenariat. On a commencé à construire une relation. Mais souvent, la plus belle relation que j'ai eue, ça va être avec mon pharmacien, où que je vais faire mon plan de match. Puis après ça, je vais aller le vendre à mon médecin. Puis, tu sais, ils ont des contextes qui sont aussi particuliers ou qui manquent de temps. Mais lui, il avait une plus grande ouverture. Il avait été suivre des formations en santé mentale parce qu'on s'en était parlé par après. Fait qu'il se sentait plus à l'aise aussi, lui, dans sa posture. Mais il faut laisser le temps. Puis, des fois, oser aussi dire ben, je trouve que ça ne marche pas, notre relation. Je sens pas que j'ai ma place ou que tu entends ce que je dis. Mais ça, en tant qu'individu, on peut tout le faire, même si ça nous sort de notre zone de confort et que c'est très malaisant. Mais il faut, au niveau personnel, l'essayer puis l'oser avec ses médecins. Puis ça va faire un changement aussi pour les autres personnes qu'ils vont rencontrer par la suite. Excellent, Simon. Effectivement, un très beau témoignage. Écoutez, on a plusieurs autres questions. Alors, comme Caroline le mentionnait, je t'invite à... C'est que, dans le fond, toutes les questions vont être lues et on va y répondre plus tard. Oui, exactement. Afin de garder notre horaire, qu'est-ce que je vais juste demander est que vous lire les questions pour que toute la salle l'entende et monsieur aussi en arrière de vous. Et puis, on va passer à la prochaine session. On va essayer de la répondre aux questions au fur et à mesure dans les prochaines sessions. Merci. Vas-y,
Donc, Vanessa pour nous lire les 2 questions en ligne. On a une question de M. André Mire sur comment se développe le partenariat de soins, intégrant les patients partenaires et les proches aidants partenaires dans le développement des soins à domicile. Et puis, on avait une question de Mme Sylvie Tremblay, qui est directrice générale du regroupement provincial des comités d'usagers. Quelle est la place des comités des usagers dans vos projets? Je crois qu'on avait une dernière question. Parfait. Quelque part. Et le monsieur en arrière de vous, on va capturer le reste des questions en ligne. Merci beaucoup pour ceux en ligne et désolé, on va organiser le temps meilleur pour les prochaines panels. Et oui, monsieur. Alors, moi, je suis Dr Goulet, je suis un cardiologue au CHUM. Est-ce que vous pouvez approcher le micro un petit peu? Oui, merci. Cardiologue aussi dans un centre communautaire à Verdun. J'aimerais vous rappeler quand on veut être un patient partenaire, c'est facile. Il s'agit de... Non. Il s'agit d'offrir son expérience, accompagner l'angoisse et l'anxiété et répondre aux questions simples des patients que le médecin n'arrive pas à comprendre, que le patient ne comprend pas. Le rôle du patient partenaire, on peut l'enseigner, on peut faire des bacs avec ça, mais mon père m'a toujours appris qu'en nature humaine, on l'a ou on ne l'a pas. Et ça, j'en ai fait une expérience et j'ai fait une profession complète avec ça et je crois avoir été un bon médecin. Alors moi, je m'intéresse au transfert des connaissances. J'ai abandonné l'hémodynamie pour me consacrer au transfert des connaissances aux patients. C'est beau l'accompagner, c'est beau avoir quelqu'un qui parle pour lui, mais il doit comprendre ce qui lui arrive. Quand les patients viennent nous voir en bureau, quand ils retournent à la maison et qu'on nous demande « Qu'est-ce que le docteur vous a dit ?» Personne ne peut répondre pour lui et lui ne s'en rappelle pas. Alors, j'ai créé un site qui est icardio.ca, qui vulgarise la cardiologie, qui fait la prolongation de la consultation. Et je suis un homme dans le désert pour pouvoir promouvoir ça, parce qu'en santé, malheureusement, la prévention n'est pas un objectif suffisamment fort. Et ça me déplaît, puisque je crie dans le désert depuis au moins 4 ans. J'ai frappé à plusieurs portes, et c'est toujours, nous avons des concours pour ça. Alors aujourd'hui, je saisis l'opportunité. Quand j'ai vu le titre, ça fait partie de ce que je défends, et j'incite les gens, ceux qui l'ont, à donner du partenariat. Et je vais répondre dernièrement à la question. Les médecins, nous ne savons pas que ça existe, le patient partenaire. Nous ne savons pas que ça existe. C'est beaucoup haut, ça fait partie du Collège des médecins, ça fait partie du Collège royal, mais dans la clinique, aux bases, on ne le sait pas. Et moi, j'essaie d'instiguer ça au CHUM, et encore là, peu d'écoute. Alors, on peut faire quelque chose. Si on l'a, il faut le promouvoir. Merci, docteur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que vous avez entendu tantôt qu'on cherche des médecins dans la salle. Alors, c'est sûrement, il va y avoir des patients partenaires et d'autres qui voulaient parler, échanger avec vous sur des autres idées pendant la journée. Donc, merci de votre présence. Donc, merci beaucoup à vous tous. Bon atelier et on vous voit dans 1 heure.